avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur Dama, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur le miroir de la femme. Une édition que nous débutons par l'éducation avec les résultats du baccalauréat session 2021 qui ont été officiellement proclamés ce matin par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Reportage. Il était inscrit 82 133 candidats, dont 30 633 filles et 51 500 garçons, répartis dans 197 centres d'examen, dont 58 rien qu'à Niamey. 3 762 candidats inscrits se sont absentés, c'est-à-dire n'ont pas répondu à l'appel, dont 929 filles et 2833 garçons, soit 4,58% du total des candidats inscrits. On peut donc dire que c'est 78 372 candidats qui ont composé, dont 29 711 filles et 48 601 garçons. Les filles représentent 37,29% des candidats inscrits et 37,98% des candidats présents. J'insiste sur les filles parce que je suis convaincu que la dimension genre doit être soulignée à toutes les occasions afin d'inciter aussi bien les populations que les responsables politiques et administratifs pour donner un coup de fouet à l'accès et au maintien des filles à l'école. Le taux de réussite se présente comme suit par région. Agadez, 3891 candidats présents, dont 1810 filles et 2081 garçons, soit un taux de réussite de 23,75%. Difa, 1710 candidats présents, dont 858 filles et 852 garçons, soit un taux de réussite de 23,68%. Dosso, pour 8210 candidats présents, dont 2843 filles et 5367 garçons, nous avons un taux de réussite de 22,14%. Maradi, sur 14 530 candidats présents, dont 4 383 filles et 10 146 garçons, nous avons un taux de réussite de 17,98%. Niamey, pour 24 717 candidats présents, dont 11 143 filles et 13 514 garçons, il y a eu un taux de réussite de 27,02%.
Tawa, pour 8527 candidats présents, dont 2412 filles et 6055 garçons, nous avons un taux de réussite de 22,18%. Pour Tilibiri, pour 6358 candidats présents, dont 2533 filles et 3825 garçons, nous avons un taux de réussite de 20,70%. Zender, pour 10 474 candidats présents, dont 3725 filles et 6689 garçons, nous avons eu un taux de réussite de 20,50%. Si vous me permettez un commentaire, en dehors de Difa, presque dans toutes les régions, les autres régions du Niger, il y a un effort énorme à faire pour qu'il y ait une relative parité entre les filles et les garçons pour l'accès à l'enseignement supérieur. Ce lundi 13 septembre 2021 est prévu pour la rentrée universitaire 2021-2022 et une rentrée qui a été reportée ce matin par un mot d'ordre de 24 heures. Quel est le motif du mot d'ordre lancé par le comité exécutif de l'UNUN? Explication avec le secrétaire général du comité. Aujourd'hui, l'université se trouve être dans des difficultés. Nos camarades qui reprennent le chemin de la fac le reprennent avec d'énormes difficultés et des questions qui n'ont pas fait l'objet d'attention provenant des autorités politiques et des autorités académiques. Ces questions-là ne sont rien d'autre que les revendications que nous avons posées il y a de cela plusieurs mois et que des engagements ont été pris et qu'aucun engagement à l'heure actuelle n'a été respecté par les responsables en charge de l'enseignement supérieur. Et entre autres, les raisons qui nous ont poussés à lancer un mot d'ordre de suspension des activités académiques pour 24 heures à la date d'aujourd'hui, du lundi 13, c'est d'abord l'ineffectivité de l'acheminement de nos camarades qui se trouvent être dans les autres régions du pays. Et qu'aujourd'hui, même à partir de la première heure, dans plusieurs facultés, il y a des examens qui ont été prévus. Et au même moment, nos camarades se trouvent être en route et qui ne sont pas à Niamey. Et donc, pour ne pas pénaliser ces camarades-là, nous avons trouvé comme solution de suspendre les activités académiques pour 24 heures d'aujourd'hui. Cette suspension est aussi une sonnette d'alarme à l'endroit des autorités et des responsables de l'enseignement au sein de notre pays, parce que nous avons comme l'impression qu'aujourd'hui l'enseignement supérieur est à l'abandon. Face à nos revendications, le ministère ne répond que par le mépris et l'inattention, et que cette reprise-là aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, est en train de se faire dans une désorganisation totale. Donc aujourd'hui, c'est la situation face à laquelle nous en sommes très malheureusement. Et nous avons lancé cette sonnette d'alarme-là à l'endroit des autorités pour que ces dernières-là puissent se ressaisir. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvions pas continuer à fermer les yeux dans des situations, des difficultés les plus extrêmes. Nos camarades n'ont pas des amphithéâtres pour prendre leur cours. Nos camarades n'en disposent pas des salles. Ils n'en disposent pas des endroits pour faire leurs travaux dirigés ou leurs travaux pratiques. Nos camarades n'en disposent pas également des centres de recherche nécessaires pouvant leur permettre d'accroître leur niveau académique. Nos camarades n'en disposent pas aujourd'hui sur le campus universitaire, n'en disposent pas des bâtiments, des dortoirs pouvant contenir les étudiants. Aujourd'hui à l'université de Niamey, pratiquement toutes les chambres sont saturées et une seule chambre qui est censée recevoir 2 à 3 étudiants se retrouve être avec 10, parfois une douzaine, parfois au-delà même des étudiants. Donc la cité universitaire et même toute l'université se trouve être dans une décomposition avancée.
La suite de cette édition, cérémonie de remise des attestations de fin de formation hier à Tera, région de Tillabéri, aux enseignants jeunes de Tera, organisée par le MPR Jamouria de Tera du 25 août au 11 septembre dernier. C'était en présence du président d'honneur, professeur Mahmoudou Djibo, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Zainab Gagara, Abdelraouf Dayabou. Ils étaient nombreux, les membres du gouvernement, les leaders politiques, religieux et chefs traditionnels, à prendre part à cette cérémonie de remise des attestations de formation aux enseignants et jeunes de 5 communes de Tera. Ils sont au total 185 apprenants formés en informatique et en pédagogie, dont 30 enseignants du primaire formés sur le programme rénové de l'État, initié et mis en application par le MPR Jamhouria, sous-section de Tera. L'occasion pour le président du MPR Jamhouria, sous-section de Tera, de manifester leur joie. Ces enseignants, à leur tour, vont transmettre les connaissances acquises à leurs collègues qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre la formation. Cela permettrait de contribuer de façon modeste à l'amélioration de la qualité de l'enseignement cher aux autorités de notre pays. Par la suite, 185 apprenants, toutes communes confondues, ont suivi une formation en informatique sur les logiciels suivants: Windows, Word, Excel et Internet Explorer du 23 août au 11 septembre. Ces deux activités sont pour nous un tonnerre d'applaudissements à notre cher président El Hadji Albadé Abouba, qui est le premier homme politique à recevoir un témoignage du nouveau président de la République. Les participants ont aussi exprimé leurs sentiments face à ce noble geste. Nous sommes vraiment très fiers parce que nous pensons que vraiment ça va inciter les enseignants, ça va inciter d'autres partis politiques aussi à emboîter le pas comme MPR Jamouria a fait ici aujourd'hui à Tera. Moi j'ai reçu 2 formations. Premièrement la formation pédagogique qui était tenue du 25 au 29. Après ça, c'est enchaîné la formation sur l'informatique. Notre cri de cœur que nous souhaitons que ça soit continuel et que notre parti politique aussi emboîte le même pas. Présent pour la circonstance en tant qu'enseignant et militant du parti, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation salue cette initiative. Monsieur le Président, l'association de Tera, Monsieur le coordinateur de Tera, votre initiative, de mon point de vue, entre en droite ligne dans ma façon de voir les choses. Et en organisant cela, ce n'est pas seulement au parti MPR Jamouria pour rendre service, c'est l'ensemble du Niger. Je souhaiterais vivement que votre initiative fasse tâche humaine. Que partout dans le Niger, que les initiatives privées de la sorte émergent pour prendre en charge nos enseignants. Parce que aujourd'hui, il y a un problème réel. Le problème du baisse de niveau et les enseignants, les jeunes enseignants, ils ont été produits par des gens qui ont été mal formés aussi. Donc, ils ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils ont appris. Au lieu de chanter tout le temps sur tous les toits, ils connaissaient, formons-les et donnez-les. Au lieu de fabriquer des tests pour dire que non, c'est des tests de niveau 2, ce 2 auquel nous pas besoin. Faisons en sorte qu'ils réussissent. Cette formation d'une capitale importante va sans nul doute renforcer les capacités pédagogiques de ces 185 récipiendaires. Elle est aussi à encourager car ces enseignants et jeunes de Tera ne sont pas formés pour servir le parti ou le département, mais aussi pour servir le Niger et accompagner la politique du gouvernement. Tout juste à la sortie de cette cérémonie, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, professeur Mahmoudou Djibo, s'est exprimé en ces termes. On le suit.
initiative extrêmement rare au Niger de consacrer des jours de formation aussi bien en pédagogie qu'en informatique, au moins 4 logiciels, à l'intention des enseignants du département de Terra. D'habitude, on attend toujours que ce soit l'État qui forme. La section, la coordination de Terra a dit non. Nous, puisque ce sont nos enfants, nous allons prendre l'initiative de renforcer les capacités des enseignants qui servent dans les écoles de Terra pour que ces enseignants puissent, par l'effet boule de neige, répercuter et perpétuer ces formations et améliorer leur performance en classe pour que le système éducatif au niveau local puisse connaître un souffle nouveau. Et la particularité de cette formation, c'est que ce ne sont pas seulement les enseignants militants de Père Jean Moura, non. C'est tous les enseignants du Niger qui ont accepté de venir. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, des attestations ont été produites et remises, et j'ai pris l'engagement de les accompagner pour l'année prochaine, et surtout de donner des bourses pour une formation de renforcement de capacité que j'organise chaque année à l'Institut du Niamey à l'endroit des enseignants. Nous pensons que ce genre d'initiative doit faire tache d'huile et se répercuter sur toutes les régions du Niger. La recherche de savoir, elle est capitale. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, nous ne devons pas considérer parce que nous avons un diplôme que c'est fini. Nous devons nous dire que nous sommes en perpétuel apprentissage pour renforcer nos capacités pour avancer et nous voulons que chacun prenne à cœur l'amélioration des performances du système éducatif nigérien et pour cela il faut un engagement absolu pour accompagner l'État. L'État peut mettre les moyens et sur le terrain, s'il n'y a pas la motivation, s'il n'y a pas l'adhésion, ça ne donnera pas grand-chose. Nous voulons commencer par le parti parce qu'une des missions de tout parti politique, c'est l'éducation du militant, du citoyen. Et je pense que avec cette initiative, déjà l'année prochaine, plaise à Dieu, les choses vont s'améliorer, le recrutement va être plus important et la formation plus. Sur tout un autre plan, point de presse cet après-midi à la maison de la presse entre les membres des différentes organisations de la maison de la presse et l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Zainab Gagara, Abdel Nasser Abdou. C'est pour les activités qu'exerce la Maison de la Presse et toutes les organisations membres de la Maison de la Presse, notamment APAC Niger, l'ONIMED, dans la formation des journalistes pour une information fiable dans le respect des droits fondamentaux des hommes et des femmes des médias, que la Maison de la Presse et l'ambassadeur des États-Unis a tenu ce point de presse. L'occasion pour l'ambassadeur des États-Unis de réitérer leur soutien à la Maison de la Presse tout en les encourageant. L'ambassade des États-Unis réitère le soutien du gouvernement américain à une presse globalement libre. Une presse libre et transparente joue un rôle central dans la facilitation d'échanges ouverts d'informations et d'idées si vitales pour cet objectif. Nous affirmons également que les journalistes doivent être protégés contre le harcèlement. Tous les Nigériens doivent jouir d'un procès équitable et de droit à faire appel en cas de besoin. Nous saluons le courage et la détermination des médias libres et transparents. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui, après avoir visité l'IFTEC, l'ORTN, le CSC, l'ONEP et maintenant la Maison de la Presse. À son tour, le président de la Maison de la Presse remercie l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Notre partenariat avec l'ambassade est dans le cadre de la formation de renforcement des capacités des médias, mais aussi la défense de la liberté de la presse et la liberté d'expression en général. Dans le cadre de ce partenariat, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a bien voulu rendre visite à la Maison de la Presse. Nous l'avons accueilli, nous avons discuté
discuté sur tous les sujets qui nous concernent et il a aussi écouté les activités que mène la Maison de la Presse, les membres de la Maison de la Presse comme APAC Niger, comme l'ONUMED et les autres organisations qui sont membres de la Maison de la Presse. Donc globalement, nous avons discuté de tous ces sujets avec son Excellence et nous avons eu le soutien bien exprimé de son Excellence à la liberté de la presse et à tout ce que nous faisons comme activité en matière de défense de la liberté de la presse, de la liberté d'expression. Cette rencontre va sans nul doute renforcer les liens entre la Maison de la Presse et l'ambassade des États-Unis et que la Maison de la Presse continue dans leur lutte de défense des droits humains, en particulier celle des journalistes dans leur quête d'information. L'ONG Don de Soi DDS Goudomoi a organisé samedi dernier une conférence de presse à Africa Hall avec pour thème la mendicité, un fléau continu. D'autres précisions avec Ralia Sami qui commente les images de Abdel Nasser Abdou. La mendicité est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays. Et malgré tous les efforts engagés par les autorités pour y mettre fin, la mendicité continue sous plusieurs formes d'ailleurs. Pour donc apporter sa contribution dans cette lutte commune, l'ONG Don de Soi DDS Goudomoi a initié cette conférence de presse sur le thème « La mendicité, un fléau continu ». Il s'agit là pour nous d'alerter le public et d'interpeller les autorités municipales, régionales et nationales sur ce phénomène qui est en train de devenir un véritable fléau pour notre société. Si la mendicité existe dans nos sociétés depuis plusieurs décennies, c'est surtout au lendemain de la crise économique ayant frappé le Niger dans les années 80 que la mendicité forcée des enfants s'est développée et s'est exacerbée comme un phénomène urbain, avec notamment l'exode rural massif des maîtres coraniques et leurs talibés, fuyant la pauvreté des campagnes vers ce qui leur semble être la seule source de revenus fiable. L'écrivain Manou Sekou Abdel Nasser, conférencier, a passé au peigne fin les points de vue de la loi sur la mendicité au Niger. La mendicité des talibés, je tiens à signifier que cette mendicité n'est pas formalisée de façon juridique, c'est-à-dire il n'y a aucun texte, il n'y a aucune disposition dans le code pénal qui la sanctionne, parce que tout simplement c'est coutumier, c'est quelque chose qui est usité chez nous. Donc je ne m'en vais pas m'appesantir sur eux, ces infirmes qui ont la possibilité, parce que c'est ce que la loi permet. À l'article 60, le code pénal, bien entendu, sont sanctionnées les personnes qui ne sont ni infirmes ni vieillards, parce que ce sont ces personnes qui sont permise de mendier. Et là, quand on s'appesantit sur le sol des petits talibés, parce que là, il faudrait bien comprendre le rapport. Ces mêmes personnes qui ont quitté leur ville ou leur village à la quête d'un savoir religieux, mais surtout aussi de la maîtrise de la langue arabe, se verraient sous le mentorat d'un prédicateur qui ne pourrait pas avoir des ressources pour 100 personnes. Alors, quelle serait la bouée de sauvetage? C'est des mendier, bien entendu, jusqu'à finir leur cursus scolaire, si on pourrait le dire de telle sorte. Les leaders religieux également étaient à l'honneur pour expliquer la situation de la mendicité du point de vue religieux. Les gens ont cessé de prendre en charge leur école communautaire. C'est une école communautaire. Les gens ont cessé, donc l'enseignant n'a pas de choix que de demander aux élèves d'aller mendier. Quand on était petit, on a mendié, mais uniquement pour chercher de la nourriture. Si tu reviens avec 1 franc, on te chicote. On ne t'a pas envoyé pour chercher de l'argent. Quand tu sors avec la première maison, tu trouves ce que tu cherches, tu reviens. C'est ça. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, des spécialistes dans des villages, ils prennent les enfants des gens, ils les amènent dans d'autres villages ou bien dans des villes, ils leur demandent de commander et d'amener l'argent. Ça, c'est autre chose. Quand vous cherchez, vous allez comprendre que la majorité de ces soi-disant marabouts ne sont pas des vrais marabouts. Quel est le regard que Dieu porte sur la mendicité? Et qu'est-ce que dit la Bible par rapport à tout cela? Luc chapitre 14 au verset 13. Au contraire, quand tu offres un repas de fête, invite des pauvres, des infirmes,
des boiteux, des aveugles. Alors tu seras heureux parce qu'ils ne peuvent pas te rendre cela. Donc ici, l'Éternel est en train de dire, quand tu veux donner de l'aumône, il est plutôt bien pour toi d'inviter les pauvres, d'inviter les infirmes, les boiteux et les aveugles. Voilà ceux-là comme qui Dieu décrit comme des mendiants, les pauvres, les boiteux, les infirmes et les aveugles. Encore, nous allons appuyer cela dans Ésaïe chapitre 56 à partir du verset 7. Ésaïe chapitre 58, le verset 7 dit ceci. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. Loger les pauvres qui n'ont pas de maison. Habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. Donc, cela est tout à fait clair. Ainsi, durant des heures, des échanges fructueux ont été engagés par les participants autour de la problématique de la mendicité et des propositions idoines ont été apportées pour définitivement mettre fin à cette pratique sociale. Les questions-réponses ont sanctionné cette conférence. Parlons espoir pour clore cette édition avec la fin de la première édition samedi dernier du tournoi des grandes vacances à Maracana joué par les deux premières équipes du quartier Courant Nord de l'arrondissement communal à Niamey. Plus de précisions avec Mohamed Issoufou et Ibrahim Kantama. Cette première édition est le tout premier TGV Maracana tourné par les différentes équipes de football du quartier Courant Nord de l'arrondissement communal Niamey 2. Cette finale a animé joueurs et supporters voulant à tout prix gagner la coupe du TGV Maracana qui permettra à lauréat de représenter le quartier au TGV des TGV. Au cours de ces moments d'affrontement, les joueurs ont témoigné un esprit de solidarité et de fair play. On a bien joué, on a joué ensemble, mais malheureusement que la glace n'est pas sucrée. Notre défense a pris 2 buts rapidement dès les premiers mi-temps. Bon, on n'a pas joué ensemble, défendre ensemble. L'adversaire est meilleur que nous aujourd'hui, ils ont pris la coupe. C'est le règlement du jeu, la vie continue. On va continuer. Bon, oui, il y a eu fair play parce qu'on se connaît déjà. On est des amis, on se connaît tous. On est tous des joueurs. Bon, on ne va pas garder les pieds sur terre. On va continuer à travailler pour pouvoir développer notre talent. Bon, après les jeunes talents cachés dans les quartiers, de venir jouer ce genre de tournois pour qu'on puisse les voir un jour peut-être être sélectionné en équipe nationale. Pour les joueurs, c'est toujours un plaisir cette finale car malgré les difficultés, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je remercie le Tout-Puissant Allah de nous montrer cette finale. On a essayé de gérer bien la finale, ce qui a été fait aussi. Et malgré les petits bobos ou les petits problèmes sur le terrain, on a pu a eu maintenant des solutions pour s'en sortir. La première édition, ça s'est passé très bien aussi, dans de bonnes conditions. Et vraiment, j'encourage les organisateurs à multiplier d'efforts aussi pour mieux organiser ce championnat. C'est vraiment un premier pas pour nous d'avoir maintenant cette coupe. On souhaite avoir cette coupe aussi l'année prochaine, Inch'Allah. C'est un TGV qui concerne maintenant et presque dans des différents quartiers. Et on préfère que ce soit maintenant un TGV où les gens se comprennent. On n'est pas là pour se tuer, donc on est là pour être ensemble. Notons que ces moments de rencontre entre équipes renforcera davantage les compétences et les talents des joueurs et qu'il contribuera sans nul doute au développement socio-culturel et sportif de notre pays. Et c'est toujours le Niger qui gagne. Et c'est sur cette page sportive que se referme cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.